Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler des recommandations sur l'utilisation du score calcique. Déjà, mes conflits d'intérêts, je n'en ai pas au niveau industriel. Je suis membre du CNGE. Et donc, comme il a été annoncé, je suis responsable du groupe de travail de la HAS sur le risque cardiovasculaire en prévention primaire et secondaire. Donc, différentes recommandations existent. J'en ai pris 3 pour vous illustrer. Donc, celle déjà de l'ESC 2021, où on voit déjà, donc, vous voyez des classes, vous voyez des niveaux, des grades de preuve, du grade B, de la classe 2B. Et globalement, là, le score calcique, ils disent que ça peut être intéressant pour mieux reclassifier les patients, comme l'expliquait le professeur Boussageon juste avant, et également pour savoir quand traiter. J'attire votre attention sur le fait que, globalement, ils utilisent des verbes qui vont être importants, vous allez voir après, comme peut-être considérés. Ensuite, nous avons les recommandations de la CCS qui ont été publiées en 2021, où là, ils évoquent un intérêt possible à partir de 40 ans chez des personnes asymptomatiques, en prévention primaire, à risque cardiovasculaire intermédiaire ou encore avec des antécédents familiaux. Et là encore, des verbes comme suggérer. Et enfin, nous avons donc les recommandations de l'USPSTF qui ont été présentées également par le professeur Boussageon en 2018, où là, globalement, il ne se prononce pas, les preuves sont insuffisantes, pas de recommandations effectuées. Différentes recommandations, car déjà, il y a différentes méthodes. Pour l'ESC, par exemple, ils ont un système de gradation propre, comme vous voyez, qui parle donc du niveau de preuve. Et on voit que le niveau de preuve qui est sous-jacent en fait aux recommandations sur le score calcique sont dérivés en fait de niveaux de preuve grade B. Et comme vous voyez, c'est soit des essais randomisés uniques, soit des études non randomisées. Et cela dépend également aussi des interprétations que l'on fait des données disponibles. Pour continuer dans le système de gradation, donc là de l'USPSTF, nous avons, en plus du niveau de preuve, maintenant la notion de balance bénéfice-risque, qui rentre en compte, ainsi que la clarté des preuves. Et enfin, pour la dernière, nous avons le système GRED, qui a été utilisé pour les recommandations de la CCS en 2021, et là où il est question cette fois-ci de force des recommandations en fonction de la qualité des preuves disponibles. Et donc nous allons un petit peu préciser ce système de gradation des preuves, qui est souvent résumé par ce que l'on appelle un résumé des preuves, un résumé des découvertes. Là, nous avons pris l'exemple, enfin en tout cas j'ai choisi pour ne pas faire d'impair par rapport à la recommandation qui n'a pas encore paru sur le risque cardiovasculaire, des antibiotiques dans l'otite chez l'enfant. Et donc, vous voyez, il y a des choses importantes en fait qui sont à prendre en compte, comme les critères de jugement dans les preuves, la population, les groupes contrôle, enfin les groupes témoins et intervention, et également la qualité de la preuve avec justement ce système GRED. Et nous avons également ces figures-là qui sont aussi disponibles quand le système GRED est employé, qui sont donc le profil de preuve. Et nous allons aller un petit peu plus en détail sur justement ces différentes catégories qui sont pointées. Donc nous allons y revenir juste après. Donc ça, c'est la grosse image et on va détailler en fait chaque petit détail qui sous-tend la méthode GRED. La méthode GRED s'applique sur déjà un PICO, donc la population, l'intervention, le comparateur et l'outcome, donc le critère de jugement. Et ces critères de jugement sont déjà choisis avec un panel en fonction de leur importance et de leur pertinence. Par exemple, qu'est-ce qui importe vraiment quand on s'intéresse à l'efficacité des antibiotiques dans l'otite ? Est-ce qu'il s'agit de diminuer la douleur ? Comment on la mesure, cette douleur ? Est-ce que c'est avec une échelle EVA ou avec des critères plus qualitatifs ? Est-ce qu'on est sur diminuer, par exemple, le nombre ou la durée d'arrêt de travail ? Est-ce que ça peut être aussi un score de tympanométrie, comme ce qui était présenté dans le Summary of Findings, donc dans le résumé des preuves, juste avant ? Ensuite, nous avons les différentes catégories en fait, de biais et de variations qui peuvent également intervenir dans l'interprétation des preuves. Et donc, on va voir chacun l'un après l'autre. Donc déjà, nous avons donc la cohérence, qui est donc le numéro 2, l'inconsistency. Est-ce que les résultats des études menées pour évaluer l'efficacité des antibiotiques sont cohérents ? C'est-à-dire que nous allons avoir une somme d'études
avec des populations qui sont souvent proches, voire comparables, est-ce que dans ces mêmes sous-groupes ou est-ce que dans ces mêmes sous-populations, est-ce que ces résultats sont cohérents? Ensuite, le risque de biais. Ça, c'est surtout au niveau méthodologique de ces études. Est-ce que les résultats de ces études menées sur les antibiotiques pourraient être à risque de biais? J'en ai pris quelques-uns en exemple. Est-ce que, par exemple, il y a une absence d'aveugle qui pourrait justement avoir une influence sur la manière dont est évalué le critère de jugement? Ou est-ce que, par exemple, dans la sélection des patients, est-ce qu'il peut y avoir un biais? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque que les médecins qui incluent les patients les aient inclus non au hasard? L'indirectness, donc il s'agit là des critères de substitution, c'est-à-dire est-ce que le critère de jugement et d'évaluation directe est surtout pertinent? Par exemple, pour les antibiotiques, pour l'efficacité des antibiotiques, est-ce qu'on va s'intéresser plutôt à la diminution de la CRP? Est-ce que c'est vraiment direct? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'on est plutôt sur la diminution de la douleur ou encore le nombre de jours d'arrêt de travail? Évidemment, cette importance est encore plus grande dans le cardiovasculaire en particulier, où on parle de cibles, où on parle de critères biologiques et après de critères d'efficacité clinique, comme la diminution de récidive des événements cardiovasculaires. Nous avons ensuite l'imprécision. Est-ce que les critères utilisés pour évaluer l'efficacité sont précis? Et globalement, c'est surtout s'intéresser au risque de conclure à tort à une efficacité de ces antibiotiques. Et enfin, le biais de publication. Donc là, c'est être sûr que nous avons l'ensemble des preuves disponibles et non pas celles qui sont sélectionnées uniquement parce qu'elles sont positives, critère qui est particulièrement important dans les essais où l'industrie est impliquée. Et toutes ces étapes-là sont soumises à un panel donc, de groupes de travail qui va à chaque fois donner son avis sur ces différents éléments et ce qui va constituer vraiment aussi le cœur de la méthode GRED. Et après cela, une fois que toutes ces preuves ont été démontrées, ont été discutées et toutes ces preuves gradées, ensuite on va évaluer l'intérêt des recommandations et la force des recommandations en fonction de la fameuse balance bénéfice-risque, mais également les valeurs et les préférences. Donc il y a aussi une évaluation éthique et également au niveau des ressources et de la faisabilité. Et donc, sans surprise, la recommandation sur le risque cardiovasculaire a utilisé le système GRED et nous espérons pouvoir vous les présenter en juin 2026. Je vous remercie pour votre attention.